Bonjour, allez, je vous emmène avec moi faire le tour de l'agence. Je pensais pas que les prix allaient autant baisser sur Airbnb. Sur un logement 5 personnes et on s'attend effectivement à faire aux alentours de 2 000 € sur un mois classique et plus sur les périodes hautes. Et vraiment des sacs poubelles partout, des vêtements abandonnés de partout, des canettes de bière. Ils avaient fait une grosse fête juste avant de partir. On est l'agence de Mont-de-Marsan qu'on a ouvert il y a bientôt 3 ans maintenant. On gère aujourd'hui 70 logements et je vais vous présenter un petit peu les bureaux. On a la partie globalement bureau un petit peu polyvalent, on a un peu de passage, que ce soit sur la partie administrative puisqu'on a une personne qui nous aide ou alors on a aussi un prestataire, globalement Bernard qui intervient sur la partie réparation etc. et qui passe un petit peu tous les matins pour faire le point sur les réparations. Ensuite on a Christopher qui est absent aujourd'hui mais qui gère lui plutôt la partie réseau. Là, on va retrouver mon bureau, où moi je gère du coup toute la partie opérationnelle avec Laure, que ce soit les gestions des voyageurs, entretien des logements, etc. Et ensuite, on a la partie un petit peu salle de réunion ici, où on va soit recevoir des clients, des rendez-vous, etc. On peut aussi faire des sessions de formation, que ce soit pour l'agence ou pour le réseau. Je vous emmène ensuite dans la partie cuisine. Voilà, rien d'extraordinaire, mais on a un petit coin cuisine qui nous permet de manger sur place entre midi et deux. Aujourd'hui, on gère quasiment 70 logements sur l'agence de Mont-de-Marsan et on a débuté l'activité en août 2021, donc quasiment 5 ans d'activité. C'est accéléré sur l'année 2024. En fait, on s'est un peu développé par palier, une dizaine, une vingtaine. En fait, on a voulu vraiment accélérer le développement, donc on a embauché quelqu'un. Et l'année 2024, ça a vraiment été l'année où on a fortement développé notre parc. Donc on a pris comme pas mal de logements, on est passé de 30 à 60, 65, 70 logements. Et là, du coup, sur 2025-2026, on est plus sur globalement structuré et aussi arbitrer les logements pour vraiment avoir des logements qualitatifs. Ok. En termes de structuration d'équipe, comment elle est organisée ton agence? Tu parlais tout à l'heure de Bernard, de Laure. Est-ce Oui. que tu peux brièvement me dire qui bosse où, combien tu as de collaborateurs qui gravitent autour de toi? Oui, alors on a Laure qui est vraiment avec moi en agence sur la partie gestion des voyageurs, les plannings de ménage, etc. Les échanges propriétaires également, voilà, on intervient deux là-dessus. Bernard qui va être lui plutôt profil terrain. Notre acteur principal. Voilà, on a l'acteur principal de la vidéo. Sur le volume de logement, on a toujours finalement quelque chose à réparer. Donc ça, c'est une personne qui est à l'agence tous les jours et qui part sur ses petites missions quotidiennes. Et ensuite, on a environ 7 personnes, 7 prestataires ménage, que ce soit la semaine ou les week-ends. On a différents profils pour pouvoir aussi assurer à nos prestataires. Et c'est aussi l'intérêt d'être développé. C'est par exemple nos personnes fixes, elles bossent du lundi au vendredi avec un roulement sur le week-end et on a des personnes qui bossent uniquement le week-end. Voilà, c'est l'avantage aussi. Au départ, on avait des personnes qui devaient être dispo du lundi au dimanche, mais c'est que c'est compliqué de garder des personnes comme ça sur le long terme avec autant d'exigences. Ton agence, elle est un petit peu particulière puisque on dit que tu es une conciergerie, ce qui est vrai. Oui. Par contre, après, derrière, tu fais aussi beaucoup de sous-location, donc tu fais partie du réseau Placide. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence, le concept entre une conciergerie classique, la sous-location? Oui, alors c'est vrai qu'on on a deux offres qui sont bien distinctes, la sous-location et la conciergerie. Donc en termes de gestion de terrain, ça va être la même. La sous-location, on va aller louer le bien à un propriétaire comme un locataire classique. Et ensuite, on va se rémunérer sur la différence de rentabilité entre la location classique et la location courte durée. D'où l'importance de finalement sélectionner les bons logements, pas trop énergivores, des logements où globalement on est sûr de pouvoir les louer et aussi au bon moment. On va éviter de prendre des sous-locations sur des mois par exemple où on va arriver sur la période creuse. Janvier, c'est le mois qui est plutôt calme pour nous, donc on sait que on va être plutôt à l'équilibre, donc on va éviter de prendre des sous-locations sur des périodes calmes. Et ensuite la conciergerie, là ça va être le fait d'aller gérer le bien du propriétaire. On le met sur les plateformes, etc., comme pour la sous-location, et on va se rémunérer avec un contrat de prestation de service où on prend un pourcentage du chiffre d'affaires. Alors Marine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta journée classique? Une journée classique pour toi, à quoi elle ressemble? Même si tout à l'heure on rigolait quand tu disais que le terme de journée classique, parce que visiblement il n'y en a aucune qui se ressemble, c'est l'avantage. Alors c'est vrai qu'on a deux types de clientèle finalement. On a beaucoup de personnes qui viennent du lundi au vendredi pour des déplacements professionnels, ce qui nous fait un pic d'activité finalement le lundi et le vendredi. Et l'autre type de clientèle, ça va être des voyageurs plutôt touristiques qui vont venir du vendredi au samedi ou alors au dimanche. Donc c'est vrai qu'on a identifié nous ces deux grosses journées comme étant le lundi et le vendredi.
Si on devait avoir une journée type ou alors une semaine type, globalement, ce serait le lundi, ça va être vraiment le traitement des urgences qu'on a pu avoir le week-end, des retours qu'on ait des prestataires sur des petites dégradations, des choses à remettre en état assez rapidement. Ça va être aussi vérifier un petit peu les réservations qui sont tombées le week-end pour aller peut-être retravailler les annonces qui en ont besoin parce qu'on a beaucoup de réservations qui tombent le lundi. Donc le but, c'est aussi vraiment le lundi de surveiller un petit peu les réservations et les tendances pour essayer d'aller tirer un maximum de réservations. Le mardi, mercredi, jeudi, on va être sur des journées un petit peu plus calmes. Voilà, globalement, la semaine se passe. Et vendredi, on est de nouveau sur une journée terrain où on va aller dans les logements, on va faire des contrôles. On va aller, par exemple, amener les équipements nécessaires s'il faut remplacer, etc. Ça arrive à 9h, 9h15. J'arrive à l'agence. Après, voilà, globalement, on fait le point avec Laure, soit elle, soit moi, selon ce qui s'est passé le soir sur l'astreinte. On va gérer les problèmes qu'on a pu avoir le soir, s'il y a des interventions à planifier avec Bernard ou avec nos prestataires. On va regarder les remplissages. Si on peut optimiser les annonces, voilà, pour vraiment essayer d'avoir le meilleur taux de remplissage possible. Ok, tu m'avais parlé un petit peu des outils que tu utilisais. Oui. Globalement, qu'est-ce qui fait qu'un PMS pour toi aujourd'hui est un bon PMS et qu'est-ce que tu attends avec 70 biens d'un PMS? Alors, ce qu'on attend, c'est vraiment un outil complet qui va nous permettre d'avoir une vraie gestion de A à Z et ne pas devoir justement aller faire des tableaux de suivi en parallèle comme on pouvait avoir avec l'ancien PMS. C'est qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes quand on commence avec une dizaine de biens qu'avec aujourd'hui un volume de 60-70. Donc ce qui nous convenait il y a quelques années quand on a commencé, c'est plus forcément le cas aujourd'hui. On a besoin d'avoir plus d'indicateurs, des indicateurs sur la rentabilité, sur les remplissages, etc., ce qu'on n'avait pas forcément avant. Donc c'est ce qui nous a poussé aussi à faire le changement. Et aussi des besoins d'automatisation, notamment avec l'IA, qui n'était pas non plus possible avec l'ancien PMS. Oui, et puis surtout quand tu as commencé il y a 4-5 ans, c'était pas forcément des sujets, l'IA. Ça arrivait. Exactement, c'est très récent. Donc, sur un parc de 10-20 logements, on n'aura pas forcément le même PMS que sur un réseau, par exemple, ou alors sur une agence de 60, 70, 80 logements, par exemple. Tu me parles beaucoup de réseau. Pourquoi de réseau? Donc on l'a vu, le nom de l'agence, c'est Placide. Exactement. Tu fais partie d'un réseau et tu en es même à l'origine. Oui. En gros, pour toi, c'est quoi les forces de rejoindre un réseau versus être tout seul quand on se lance dans cette activité? Alors principalement, ça va être le fait de gagner du temps. On parlait tout à l'heure des erreurs qu'on peut commettre au départ, tirer nos prix vers le bas, ne pas forcément bien calibrer entre guillemets nos frais de ménage, et ça va être ça en fait. Ça va être d'avoir les clés dès le départ pour commencer avec les bonnes pratiques et ne pas perdre par exemple 1 an ou 6 mois avec des mauvaises pratiques, et des fois aussi rester bloqué à une dizaine de biens parce qu'on ne sait pas forcément passer à l'étape d'après, on ne sait pas forcément se structurer, et c'est aussi en ça qu'on accompagne les licenciés. C'est quoi la chose que tu ne t'attendais pas quand tu t'es lancé et qui est finalement arrivée? Si comme Marine, vous souhaitez diviser par 2 la gestion opérationnelle de vos logements grâce à Cozy Up, alors regardez. Alvin, notre agent IA, répond à vos voyageurs. Il génère des revenus supplémentaires grâce aux services additionnels, les vôtres comme ceux de partenaires locaux, et il sécurise vos logements avec un système de caution intelligente. Plus de 4500 loueurs en courte durée en profitent déjà. Alors pour savoir si ça correspond à vos logements, cliquez sur le lien en description. Je pensais pas qu'on allait que les prix allaient autant baisser sur le Airbnb. Ah, mais c'est un très bon axe. Ben non, mais c'est le cas en fait, parce que quand on a commencé, sur un studio, on était sur des tarifs à 60 € la nuit par exemple, et c'est qu'on ne s'attendait pas à devoir développer autant notre parc de logements pour en vivre correctement. Ouais, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on voit quand même que le marché a tendance à être un petit peu tiré vers le bas, donc on oublie d'aller chercher des biens plus qualitatifs, des biens plus grands, aussi pour aller chercher des meilleures marges de rentabilité. Est-ce que c'est pas une bonne chose au final? Parce que ça, c'est lié à quoi? C'est lié à l'explosion de la compétitivité, on a plus d'acteurs. En France, aujourd'hui, on est entre 750 000 et 1 million selon les sources, donc on a fait x20, x25. Il y a ça, il y a aussi les réglementations qui augmentent. Oui. Au final, est-ce que c'est pas une bonne chose que le marché se professionnalise? C'est une bonne chose parce que ça permet aussi quelque part de laisser la place à ceux qui font les choses de façon correcte et peut-être évincer ceux qui ne font pas forcément la chose qu'il faut comme il faut. C'est vrai que ce marché de la location courte durée, il n'y avait pas de barrière à l'entrée. En fait, même toi, regarde quand tu as commencé, après tu t'es professionnalisé, mais tu as commencé comment? Avec une simple formation? J'ai commencé avec une formation en ligne classique, de logement, et hop, on s'est lancé assez rapidement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en 4 ans, tu es passé quand même d'une activité en parallèle de ton travail. Oui. À une activité à temps plein avec 70 logements, et c'est peut-être justement cette compétition qui a fait que tu as réussi à te structurer comme ça, à ouvrir une agence, à recruter des personnes autour de toi. Et c'est aussi ce qu'attendent beaucoup de propriétaires, parce que des fois on a des propriétaires qui ont eu affaire à des conciergeries et qui arrivent un petit peu déçus parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience, et c'est compliqué ensuite de les convaincre de refaire confiance à une autre conciergerie. Et j'aimerais que tu répondes rapidement sur les choses qui te viennent, sur 2 choses. Qu'est-ce que tu préfères
dans ton taf et qu'est-ce qui au contraire te saoule? Alors moi j'aime beaucoup la partie m'occuper des logements, les préparer, faire la déco, la mise en scène, etc. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Ce qui me dérange le plus et ce que j'ai réussi à déléguer, c'est cette gestion voyageur très contraignante. Non pas que j'aime pas échanger avec les clients, mais en fait, il y a les échanges sympathiques où ça se passe bien et il y a les échanges qu'on peut avoir très agressifs qui, pour moi, sont vraiment la partie la plus pénible. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus habitués à voyager en Airbnb? Complètement, de plus en plus exigeants aussi. Et en fait, on a, alors encore une fois, pas la majorité, mais certains clients qui pour un tarif en dernière minute à 40 € la nuit, vont être vraiment très très exigeants. Et c'est pas juste une demande, c'est il est 21h30, mais il me faut ça. Et ça, on le sait, c'est souvent les pires clients, c'est ceux qui payent le moins, Complètement. qui vont être les plus chiants. Mais en fait, aujourd'hui, ils sont tellement habitués à arriver avec des boîtes à clés, des process automatiques, qu'on est aussi obligé d'une certaine manière à s'adapter à tout ça. Donc, tu peux déléguer cette partie expérience voyageur à travers des softwares comme CozyUp, à travers des IA qui répondent. Je comprends parfaitement ce que tu dis, notamment sur les questions récurrentes, et c'est pour ça que tu dois être à combien de tasses de café par jour? 2 ou 3, pas plus. 2 ou 3, t'as réduit alors. J'ai réduit. Allez, on se rend dans un nouveau bien que Marine vient de rentrer, mais juste avant, petite interview improvisée avec quelques anecdotes de Marine. Prise numéro 2 parce qu'il y avait des nids de poules partout sur la route. Dernier de Dan normalement. C'est quoi Marine la scène la plus chaotique dont tu te souviens dans ta conciergerie Alors le plus chaotique globalement, c'est quand on récupère les logements après des fois plusieurs semaines, voire plusieurs mois de location. Je pense que le pire là, c'était 2 mois de location. En fait, on avait récupéré l'appartement avec vraiment des sacs poubelles partout, des vêtements abandonnés de partout, des canettes de bière. Ils avaient fait une grosse fête juste avant de partir, donc on a eu pas loin de 2 jours de ménage et de remise en état. Gros bordel quoi. Voilà, donc, mais bon, pas de dégradation plus que ça. Nous, c'est toujours le principal, c'est qu'on n'ait pas de casse entre guillemets. Ça reste du ménage et entre guillemets, ça fait partie du jeu. Ok. Qu'est-ce que les propriétaires sous-estiment quand ils te confient leurs biens et qui parfois qu'ils peuvent sous-estimer ou qui est une chose dont ils ne se rendent pas compte et qui peut t'énerver un petit peu quand on... Je pense qu'ils sous-estiment principalement le coût d'un ménage et le coût d'entretien d'un logement. C'est quand on annonce nos frais de nettoyage, ils partent toujours du principe que c'est très cher. Et c'est que sur un T2, on peut être sur des prix globalement aux alentours de 35-40 € selon la superficie de l'appartement. Okay. Et c'est vrai que des propriétaires peuvent s'attendre des fois à dire « je pensais qu'on était plutôt sur du 10-15 € de ménage okay. ». Et oui, ça c'est la partie la plus frustrante, je dirais. Quand tu prends du recul sur ton lancement, parce que ça fait plusieurs années que tu es lancé maintenant, quelle erreur tu as pu faire au démarrage que maintenant avec du recul tu te dis purée mais qu'est-ce que j'ai été bête ou alors j'aurais pu faire différemment? Ça rejoint un petit peu le premier point que j'ai dit, c'est de sous-estimer en fait cette partie ménage. C'est vrai que quand on se lance on manque un peu de crédibilité etc. C'est de se dire s'il me dit que c'est cher je vais peut-être baisser un petit peu et au final en fait c'est une erreur parce que c'est très compliqué après de rehausser les tarifs. Donc soyez ferme sur vos prix. Si on détermine un prix, c'est parce qu'on sait qu'une prestation ménage c'est tant et qu'un pack blanchisserie c'est tant. Et le but c'est pas d'aller gratter sur votre commission parce que il faut aussi que vous puissiez vous rémunérer derrière. C'est un truc que j'ai beaucoup entendu. Ça c'est justement quand on se lance en conciergerie. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, souvent on peut avoir des profils un peu débutants qui se lancent, qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le commercial et qui ont tendance peut-être à sous-estimer leur service ou à se brader. Donc en gros, ça recolle un peu à ce que tu dis. C'est exactement ça. C'est oui, finalement, je peux bien gratter de 5 € sur ma commission. Les échanges voyageurs aussi, c'est un vrai service, c'est un vrai travail et il ne faut pas non plus sous-estimer. Okay. Donc toute cette partie. Donc connaître, être conscient de sa valeur, ce qu'on apporte comme service et ne pas le brader en cas de demande d'un propriétaire. Et être ferme sur ses tarifs parce que plus il y a des propriétaires qui vont très bien comprendre nos tarifs et en fait les propriétaires qui en plus vont venir essayer de négocier, ça va être en plus les plus compliqués à contenter bien souvent. Est-ce que tu arrives maintenant à repérer après toutes ces années les potentiels voyageurs à problème? Est-ce qu'il y a des red flags? Est-ce que tu arrives à te dire ah tiens celui-là avec le sixième sens que tu as pu développer, est-ce que tu arrives à les repérer justement ces voyageurs potentiels à problème? On en a, alors c'est qu'on a mis aussi des filtres sur notamment les réservations de dernière minute. Au départ on acceptait les réservations par exemple jusqu'au vendredi soir à 23h ou minuit. Aujourd'hui on ne le fait plus, on plafonne à 21h parce que clairement des réservations de 3-4 jeunes qui vont vous prendre pour une nuit à 22h, on sait clairement qu'on va récupérer l'appartement en mauvais état le lendemain. Donc c'est ne pas
louer pour dire de louer et ne pas brader l'appartement. Voilà, si on loue clairement une nuit à 60 € pour 4 personnes et qui nous ravage l'appartement, on n'aura rien gagné. Ouais, c'est un peu du bon sens au final. Voilà, c'est du bon sens. Est-ce que tu as une anecdote marrante au contraire que tu aurais à nous raconter, je sais pas, un voyageur qui serait resté coincé quelque part, t'as des trucs comme ça qui Voyageurs viennent en tête? coincés, on en a eu plusieurs parce qu'en fait alors c'est un petit peu mal fait, c'est des portes, vous savez, quand on claque la porte, Ah oui, c'est... si on laisse la clé derrière, forcément on peut plus ouvrir. Ok. Même si on vient avec le double, la clé est derrière, donc c'est bloqué. Et on a encore eu le coup il n'y a pas longtemps où les clients descendent bien souvent en chaussettes chercher leur livraison de repas dimanche soir à Et ça se 22 referme. h. Ça se referme et finalement ils campent derrière. Ah merde. Et 2-3 le pire, heures. c'est si jamais ils n'ont pas leur téléphone. Alors jusqu'à présent ça va, ils ont toujours eu Ok. les téléphones, mais bon, c'est vrai qu'une fois ça s'est soldé par un serrurier peu scrupuleux à Mais non. 350 €. Et la deuxième fois on a réussi à solutionner. Et comment ça se passe dans ce cas-là? T'avais Aircover, t'avais une caution? Qu'est-ce qu'il y a? C'était le voyageur qui était 100% à tort et qui a indemnisé, qui a pris en charge. Les 350 € de serrurier? Aïe, le séjour qui coûte... Voilà, mais en même temps, on a passé honnêtement du temps, on a essayé de débrouiller comme on a pu. Et au bout de 2 heures, on a fini par appeler le serrurier parce qu'on n'avait pas de solution. Ok. J'ai une dernière question, Marine. Oui. De quoi tu es le plus fier depuis que tu as lancé ce business? Moi, T'aurais pu me personnellement... prévenir, celle-ci, je l'ai pas venir. Non, mais personnellement, moi, bon, il y a rien à cacher, on se connaît depuis pas mal de temps. Est-ce qu'il y a une chose qui te rend fier sur le chemin que tu as parcouru? Bon, alors je pense que voilà, le fait déjà d'avoir pu monter quelque chose développé et structuré, faire travailler du monde, etc., c'est quand même une fierté pour nous aujourd'hui. Et voilà, je me sens aussi comme beaucoup plus à l'aise sur la partie commerciale. C'est vrai que quand on a lancé l'agence, on était deux avec Christopher, qui était aussi beaucoup sur la partie commerciale. Moi, j'étais plutôt sur la partie gestion classique. Et aujourd'hui, cette partie commerciale, je me sens beaucoup plus à l'aise pour la faire et beaucoup plus crédible. C'est la routine, quoi. Alors qu'avant, tu te posais la question, merde, je dois appeler quelqu'un, je dois lui dire un truc. Avant, c'était un vrai entraînement pour chaque rendez-vous. Et maintenant, ça roule, quoi. Maintenant, on est rodé. Allez, let's go. Bon, on est parti justement vérifier un logement qui est rentré. Un nouveau logement, oui. Ok, c'est quoi? Tu peux m'en dire plus, après on va le voir, mais en gros C'est un appartement T3 en sous-location qui a été entièrement refait. Donc, allez, c'est parti, on est parti le voir. Effectivement, magnifique T3 qui vient de rentrer pour Marine qui devrait cartonner. Et l'avantage, c'est que vous allez découvrir les coulisses avant qu'un de ces biens arrive sur les plateformes de réservation. En fait, on va procéder en plusieurs étapes. La première, ça va être de vérifier déjà l'intégrité des équipements parce qu'on a une liste des équipements nécessaires pour la location courte durée. Donc, on va déjà faire le tour de tout ce qui est équipement, etc. Donc là, on est vraiment sur un logement qui est totalement prêt à l'emploi. Le propriétaire nous a vraiment équipé de A à Z. Ouais. Donc, cette première partie-ci, elle est faite. La deuxième, ça va être de préparer le logement, donc la partie ménage, etc. Où on va en fait, vraiment préparer l'appartement, faire les lits, etc. Donc là, on est sur une première chambre et le but, ça va vraiment être de venir préparer la séance photo. Donc on va allumer la lumière pour qu'on donne vraiment vie à l'appartement. Et on va passer. Qui prend les photos entre vous deux? C'est qui la meilleure? Alors, actuellement, c'est moi qui le fais. Après, je les retouche pas mal et on arrive à avoir des logements et des photos vraiment très lumineuses. Vous aviez un conseil chacune pour les photos? Je dirais la luminosité, pas trop chargée. Bon, il faut que ce soit sobre, parce que d'une, les photos trop chargées, ça appelle pas, et il faut aussi penser aux pratico-pratiques. Ouais. Faire un jour de beau temps. Ouais. Un jour de quoi? Un jour de beau temps. Ah oui, un jour de beau Voilà, temps. faut En que gros, ce la soit luminosité, ensoleillé. Voilà. pas trop charger les photos. Exactement, et après on va venir enlever tous les équipements qui sont pas forcément esthétiques. Là, je pense à l'étendard à l'âge qu'on a ici. Ouais. Typiquement, c'est quelque chose qu'on va venir enlever pour pas encombrer la photo. Du coup, après avoir pris les photos, qu'est-ce que vous faites après? Vous me disiez que vous avez checké le ménage. Pourquoi vous faites un ménage? On a un ménage de lancement qui est programmé à chaque fois, où on a un prestataire qui refait vraiment le ménage de A à Z. Le but, ça va être de ne pas avoir de mauvaises surprises pour le premier voyageur et que tout se passe bien. Pour un premier lancement? Ouais, sachant que on est noté. Les premières notations sont les plus importantes pour le référencement du logement, donc on n'a pas droit à l'erreur. Là, en plus, on est sur un logement qui est complètement neuf, donc il faut... On a encore moins droit à l'erreur sur un logement neuf. Alors, tu me disais justement que les premières notations étaient importantes. Ouais. Est-ce que vous accentuez justement les contrôles au démarrage pour être sûr que, par exemple, le prestataire a bien compris la charte qualité, qu'il a bien cerné comment le logement fonctionnait, ou alors vous faites confiance étant donné que vous bossez avec des prestats depuis longtemps et en fait derrière c'est la routine? On fera confiance aux prestataires avec qui on travaille depuis longtemps. On essaie vraiment d'attribuer les logements par secteur pour éviter qu'ils courent globalement aux quatre coins de la ville. Par contre là on va être beaucoup plus prudente, c'est sur les nouveaux prestataires où en fait ils vont être formés avec notre plus ancienne prestataire qui va leur faire des journées de formation, etc. Et nous ensuite on va vraiment venir contrôler pour être certaine qu'elles prennent dès le départ les bonnes habitudes. Après la dernière étape ça va être de préparer en fait ce qu'on appelle la fiche technique. Oui, on va créer un document où on
a accès, nous, depuis l'ordinateur, à tous les éléments techniques qu'il y a dans le logement, donc tout ce qui va être four, plaque de cuisson, le cumulus, où est-ce que tout est situé, les disjoncteurs, tout ça, pour qu'on puisse aider au maximum à distance le voyageur si jamais il a un problème. Ok, donc ça typiquement par exemple vous le mettez dans une guest app sur Cozy Up et après derrière vous l'envoyez aussi en plus de ça à votre service téléphonique. Exactement. Vous êtes sur la partie On SAV. fait les photos pour que les voyageurs puissent voir avant l'arrivée la cafetière qu'il y a dans le logement et ils arrivent avec leur dosette. Les gens sont habitués de toute manière à amener tout ce qu'il faut. Donc soit qui nous aident nous aussi derrière à pouvoir intervenir rapidement si jamais on a un problème. Bah, c'est vrai que ça c'est une problématique que les petites conciergeries n'ont peut-être pas parce que de tête c'est facile quand tu as 5 logements. C'est l'inconvénient, oui. Au démarrage tu te dis bon pas besoin, mais C'est après ça. quand tu as 70 logements, même si je pense que vous les connaissez quand même bien parce que vous les gardez en portefeuille, mais bon tu peux plus savoir quel type de cafetière tu Voilà. as dans chaque logement. On les connaît, mais c'est vrai qu'il y a des logements où on n'est pas allé depuis quelques mois. Forcément, de tête, on va plus savoir dire quelle plaque de cuisson ou quelle machine à café ou autres éléments. Donc c'est important de pouvoir être réactif sur la demande du client. Ça fait combien de chiffre d'affaires un logement comme celui-ci par exemple? Là vous vous attendez à quoi? Vous êtes sur un beau T3 là, sur une ville moyenne. L'expérience que vous avez, c'est un logement qui va fonctionner ça? Ah oui, celui-ci, on n'aura pas de difficulté à le louer. Sur cette ville, on est vraiment sur une clientèle majoritairement professionnelle. Donc les clients aiment avoir des chambres séparées. On a la possibilité d'avoir un couchage supplémentaire aussi dans le canapé. Donc on sera sur un logement 5 personnes et on s'attend effectivement à faire aux alentours de 2000 € sur un mois classique et plus sur les périodes hautes, notamment l'été, le mois de mai, etc. C'est quoi les trucs, si vous devez parler à un propriétaire, qu'est-ce qu'il faut absolument mettre dans un logement pour que le voyageur soit confort, qu'on puisse avoir cet effet un peu haut de gamme, appartement au goût du jour, refait à neuf? C'est quoi les équipements indispensables? Et même sans parler des équipements, parce que Marine, je sais que vous bossez au sein de l'agence avec des marchands de biens qui, eux, conçoivent spécialement des logements pour la location courte durée. Il y a des petits conseils, notamment je pense au béton ciré par terre, je pense au fait peut-être de mettre des toilettes surélevées pour faciliter le nettoyage. Qu'est-ce qui vous vient en tête si un propriétaire voyait cette vidéo pour justement lui donner les meilleurs conseils possibles? Alors c'est sûr que si on part sur une création neuve, on a des logements, on a des salles de bain vraiment tout ouvertes, carrelées complètement, on n'a pas de parois de douche, etc. Donc c'est vraiment très facile en termes d'entretien, c'est quelque chose qui, même au bout de 2 ans, ça paraît encore neuf. Ouais. Et ça c'est hyper important, toilettes suspendues, comme tu l'as dit, c'est parfait en termes d'hygiène. Les couchages aussi hyper important. Un matelas de type hôtellerie, les gens viennent avant tout pour dormir, donc c'est vrai que ça fait partie des éléments hyper importants. On a beau avoir une déco magnifique, si on a un matelas qui n'est pas qualitatif, ça ressortira sur les points négatifs. Ok, et à contrario, qu'est-ce qui est superflu? Au final, on se dit au démarrage, trop de déco, parce que ça casse. C'est volé, déjà il y a ça aussi, ça peut arriver. On va pas se mentir, ça reste pas souvent en place dans les logements. Casse, vol. Oui, il y a du nettoyage supplémentaire, clairement. Pour le prestataire, plus il y a de déco et plus il y a de nettoyage à faire, c'est pas rentable. La déco, il la faut, mais il la faut principalement c'est que sur les murs par des papiers peints. On a des logements où en fait on n'a pas du tout de cadre au mur, par contre on a de la couleur sur les murs, on a des papiers peints, on a des têtes de lit intégrées magnifiques. Et en fait ça suffit, on n'a pas besoin d'avoir 150 bibelots un petit peu partout, parce que c'est pas ce qui va faire venir, c'est pas ce qui va donner le côté chaleureux à l'appartement. Les aléas du direct. Donc qui dit nouvel appart dit relevé de compteur, et là pour le coup c'est assez enseveli et il faut trouver lequel appartient à l'appartement. Allez, petit jeu de piste. Bon allez, on va essayer de faire ça. On va tester les 3. Bon, une fois le compteur trouvé, Marine a décidé de nous emmener dans un endroit un peu particulier et de lever le voile sur son local. Ce local, c'est une annexe à son bureau et c'est là-bas que se rencontrent quotidiennement ses équipes de nettoyage et de terrain. Elle va nous dévoiler toutes ses astuces, regardez. On a tous les prestataires ménage qui se rejoignent ici le matin pour préparer en fait toute la partie produits ménagers, la partie blanchisserie. Ils viennent, ils préparent leur sac et ensuite ils partent en terrain pour effectuer leurs différentes missions. Okay. Donc on a ici toute notre partie blanchisserie, puisqu'on se fait livrer une bonne partie de la blanchisserie par Hélice, globalement pour toute la partie lits principaux, couchage classique, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le fonctionnement du coup de ce partenariat avec Hélice? Moi j'ai entendu dire qu'ils ne bossaient plus avec les conciergeries. Alors effectivement, ils ne travaillent plus avec les conciergeries, mais nous notre contrat, en fait on a un contrat de 6 ans qu'on a signé il y a pas mal de temps maintenant. Okay. Et à l'époque, ils bossaient encore avec les conciergeries. Ok, et tu sais du coup s'il va s'arrêter ou pas? Parce qu'en fait je pense qu'ils ont surtout arrêté
de par les conciergeries qui avaient un petit volume Voilà, de c'est biens, ça. là je vois quand même, tu as 4-5 chariots avec tes 70 logements. Ouais. Je pense que ça vaut On quand est même le coup. globalement sur une centaine de parures par semaine, donc on est clairement un petit hôtel. Et je pense que ce qu'ils veulent aussi freiner, nous, quand on a commencé avec eux il y a 4 ans, on avait 5 logements. Donc en fait, on avait très peu de parures. Et je pense que c'est surtout ce type de conciergerie qui veut filtrer. Là, aujourd'hui, on est clairement voilà, sur des volumes type hôtelier. Ouais, et surtout, tu as un local à part. Oui. Ils peuvent se garer avec leur camion devant. Tu as un Ils- système de boîte à clés. Complètement. Donc en fait, pour eux, c'est comme un hôtel, quoi. C'est en toute autonomie et je pense même plus fluide qu'un hôtel parce qu'ils rentrent, ils ont les codes de boîte à clés. On est vraiment open là-dessus. Ok, tu fais confiance à 100%? On a équipé le local de caméras, etc. Comme Ouais. ça, voilà, ça nous permet de sécuriser un petit peu parce qu'on a pas mal de livraisons, pas mal de prestataires. On se fait aussi livrer la partie produits ménagers par un autre prestataire. Bah oui, il y a du monde qui passe au final. Ouais. Quand tu prends du recul, tu as tous tes prestats de ménage, tu as Hélice, Oui. tu as éventuellement toutes les personnes qui gravitent autour de la conciergerie. Ça en fait du monde qui passe ici. On a sur la partie prestation ménage blanchisserie, on est à environ 7 ou 8 prestataires. Ouais. Plus ensuite les livreurs Hélice qui tournent également et les livreurs produits ménagers qui tournent. Donc on a quand même pas mal de personnes Au moins une effectivement. dizaine de personnes qui passent Ouais. par semaine. Totalement. Bah, justement, tu me parlais des produits ménagers. Ouais. Est-ce que tu peux me présenter cette étagère? On se croirait dans un rayon à Carrefour. Ouais, c'est un petit peu l'idée. En fait, ça va être toute la partie consommable qu'on va mettre à disposition pour les voyageurs. Donc la partie le thé, café, le sucre, Ouais, c'est ce qu'on voit tout ce ici. qui est gel douche pour vraiment leur proposer un petit plateau d'accueil. Et ensuite la partie produits ménagers, où on est passé il y a très peu de temps d'ailleurs sur des produits type professionnels vraiment, beaucoup plus économiques que ce qu'on peut retrouver dans le commerce. Ok. Pourquoi ces raisons économiques? Alors c'est déjà question pratique, c'est vrai que plutôt que d'avoir... Alors, première raison, c'est en termes de place, parce que c'est vrai que le stockage des produits ménagers, ça prenait énormément de place. Et en fait, on est parti sur ces bidons qui finalement sont des doses hyper concentrées qui nous permettent de faire nos produits à côté. Et ça, Ok. ça nous revient à 13 centimes au lieu d'1,50 € pour un produit classique en grande surface. Ah, donc c'est un vrai poste d'économie. Complètement. Ok, et ça, comment tu t'en es rendu compte? C'est en faisant ta compta, tu t'es dit merde, il y a trop d'argent qui part Ça là-dedans. faisait partie des grosses dépenses identifiées, effectivement. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. On est quand même sur un ROI de x10. Tu me Ouais. disais que c'était 13 centimes versus 1,50. Exactement. Là, globalement, C'est incroyable. le bidon, là, on l'a depuis également 3 semaines. Voilà, on a utilisé un peu plus de la moitié. Ça revient à 6 €. Ok. Donc voilà, et on a acheté des bidons. Chaque prestataire part avec ses bidons. Ça nous évite aussi de laisser les produits dans les logements. Les prestataires ont leur pchit et elles partent en mission avec. Et l'avantage aussi, c'est qu'on est sur des produits professionnels qui laissent une meilleure odeur. En termes de qualité, on est aussi sur quelque chose de meilleur. Ok, donc tous les matins, les prestataires viennent ici, ils Oui. font un petit peu leur stock de produits pour la journée. Exactement. Ils déposent le linge de la veille. C'est quoi un petit peu l'orga du prestataire classique? Alors le prestataire, ce qu'on demande, c'est que le matin, ils viennent faire ses sacs et le soir, ils redéposent. Voilà, on essaie vraiment de limiter le fait d'avoir le linge qui reste dans le coffre de la voiture pendant une En ou cas deux journées. d'oubli ou- En cas d'oubli, nous aussi, en fait, on a une partie blanchisserie en interne Ouais. où en fait on va. Alors là, on est en transition, mais globalement, on a une partie laverie à derrière où on aura 2 grosses machines et 2 gros sèche-linges. Ok. Donc le but, c'est aussi de pouvoir faire tourner toute cette partie blanchisserie. Et voilà, si ça dort dans les voitures, forcément, on est bridé en termes Ah de. oui, c'est aussi une terme pour gagner un maximum en termes de rotation. Exactement. Un peu comme ta trésorerie avec un besoin en fonds de Totalement. roulement, toi tu as un besoin de... De stock et de blanchisserie à laver, tout simplement. Mais du coup, j'ai une question. Tu passes avec Ouais. Hélice. Pourquoi aujourd'hui vous lavez quand même certaines parures? Alors, on a fait ce choix parce que on a beaucoup de logements où on a un logement classique, par exemple, c'est T2 avec un canapé convertible. Et l'inconvénient qu'on a principalement, c'est que Hélice, ils vont nous fournir des draps plats pour un canapé. Et c'est vrai qu'en fait, on n'a aucune. En fait, ça protège pas du tout le canapé convertible. Donc, on a besoin d'avoir quelque chose qui vient vraiment protéger le canapé. Et en fait, là-dessus, on a les draps. Ça, c'est la première solution. Et en plus, en termes de coût, c'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose de plus économique. C'est ce qui nous permet, tout à l'heure on parlait de la partie tarif ménage, de proposer un tarif quand même correct au niveau des prestations ménage et blanchisserie. Ok, pour que tout le monde soit gagnant, entre Exactement. voyageurs et... Voilà. Ok. On a un listing affiché au local où apparaissent tout le nom de nos logements. Dessus, c'est les couchages qu'il y a sur les logements, le nombre de personnes, le type de cafetière aussi pour que les prestataires puissent prendre le bon café dans chaque logement. Et tous ceux qui sont surlignés en bleu, c'est les logements sur lesquels on utilise principalement notre parure de linge Ok. interne, parce que soit c'est des petits studios, donc forcément ça nous permet de minimiser le prix du ménage
avec notre linge en interne. Et on a certains logements, mais c'est parce que c'est des logements qui sont un peu fades, où les propriétaires n'ont pas forcément voulu investir dans de la décoration et les murs sont blancs. Et du coup, on va venir mettre une parure un peu colorée pour apporter une touche un peu peps au logement. Et là au mur derrière, c'est quoi là? Alors là, c'est tous les équipements un peu entre guillemets particuliers. On va avoir la chambre fouineuse, on va avoir le Karcher, ce qui est décapeur thermique pour nettoyer les congélateurs, et on a un générateur d'ozone pour tout ce qui est odeur de tabac, Ok. etc. Donc Donc c'est les fiches pour vos prestataires. voilà, pour qu'ils c'est puissent, des fiches process pour qu'ils utilisent avec les bonnes pratiques. Je pense notamment au décapeur où en fait il faut porter des gants pour la sécurité. Donc voilà, tout ça on l'explique. sécurité des équipes, Voilà. bien-être au travail. Ça en fait partie. Le planning blanchisserie pour que chacune des filles sache quand l'autre est censée passer parce qu'elles sont deux sur la partie blanchisserie. Donc comme ça, moi, on sait globalement qui fait quoi chaque jour. Ok. Et ça m'intéresse de savoir, on était à l'agence tout à l'heure où tu m'expliquais que tous les matins tu gérais un petit peu tes prestataires. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ces prestataires-là, parce que je sais que ça fait longtemps que vous bossez avec certains d'entre eux, Oui. qu'est-ce qui fait que ces prestataires restent avec vous? Est-ce que c'est le cadre professionnel que vous leur donnez? Est-ce que c'est parce qu'elles ont un volume de ménage qui est intéressant et qui du coup leur permet d'avoir une certaine stabilité en termes de revenus, étant donné que ce sont des indépendantes? C'est un tout. Je pense que c'est un tout, effectivement. On a, volume. on a aussi le volume, on a le fait que on a des personnes avec qui on a commencé en 2022, donc on a commencé dans un garage, on n'avait pas du tout cette structure, donc c'est vrai que Comme Apple. comme Apple, très belle comparaison d'ailleurs. C'est vrai que ils nous ont vu évoluer aussi et structurer, donc je pense que c'est intéressant pour eux. Pour certaines, elles ont aussi évolué en termes sur le niveau du poste. On a une de notre plus ancienne prestataire, aujourd'hui elle fait les formations, elle fait les contrôles qualité aussi, Ok. donc elle a aussi évolué là-dessus. Il y a la possibilité d'évoluer en interne. Oui. Et de passer de prestataire terrain à un poste un peu plus managérial. On pourrait dire Toujours ça comme terrain, ça. mais avec un œil un peu Un de peu de gestion, responsabilité, ouais, un ok. peu de gestion d'équipe, qui va aussi échanger avec les filles sur le terrain, nous faire remonter des infos où nous on n'a pas forcément les mêmes retours sur le terrain, donc c'est important d'avoir aussi cet œil Ça fait combien de temps qu'elle bienveillant bosse sur le avec vous? terrain. 2022, donc 4 ans, Wow, ok. Quatre Je ans. pense que dans le métier, c'est pas forcément quelque chose de courant Ouais. en temps d'année. complètement. Et c'est vrai que on a un volume qui leur permet de travailler avec nous toute l'année, donc c'est aussi intéressant pour elles. Ok. J'ai quand même une question, c'est quoi? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait cette table ici sur cette Elle étagère a là? été réparée. Elle doit... Elle est en train de sécher, c'est ça? Non, elle doit repartir dans un logement, mais en fait on n'a pas accès au logement parce qu'il est loué depuis 3 mois, donc Ok. plutôt que de la laisser dans la voiture, on l'a mise ici. Ça m'intéresse du coup de voir derrière Ouais. la petite pièce cachée. Allons-y. Tu m'as dit du coup ici il y avait d'autres Alors, machines. Ici, Machine c'est à laver. donc c'est vraiment ici en chantier entre guillemets, parce qu'ici on va avoir une deuxième machine à laver qui va arriver à côté, Ah oui, on a les deux machines et qui ensuite sont- ensuite sèche-linge qui passera au-dessus. Donc ici on aura vraiment 4 grosses machines. L'objectif c'est vraiment de mettre ça en place avant l'été. On a encore du stock de linge là qu'on a commandé justement pour augmenter les stocks avant l'été. Et voilà, après on a toute la partie Et un après, petit peu la partie, stock de fourre-tout. décoration, Collage. tout ce qui est les Et bacs ça, de... dans les logements Voilà. aussi, parce Ok. que fourchette, verre, tout ça, ça casse, ça se bacs perd. blanchisserie. On peut peut-être parler aussi du code du coffre boîte à clés. À quoi sert ce coffre du coup, Alors, Marie? ce coffre, en fait, il nous permet d'avoir vraiment tous les doubles des clés. Je sais pas si tu peux Ah oui, le voir. incroyable, ça en fait des clés. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est qu'au départ, on avait tout à notre niveau, soit l'agence ou moi-même. Au départ, je les avais tout le temps dans mon sac à main. Donc, c'est vrai que le but, c'est de pouvoir. Ça claquait quand tu marchais. Ça claque, c'est lourd, et c'est surtout que ça m'oblige, moi, à intervenir tout le temps. Aujourd'hui, s'il y a un client qui n'a pas remis les clés dans la boîte à clés, le prestataire vient ici, il récupère les clés, et ça, finalement, ça nous enlève la charge à notre Ok. niveau. Voilà, donc c'est, C'est super important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui une conciergerie, souvent ont l'impression d'être sans cesse demandée. complètement. Et en fait, tu viens de mettre en place avec ce genre de système des process qui te permettent de te dégager, de ne pas être à la fois un goulot d'étranglement et surtout de préserver ton temps, quoi. Oui. Parce que là, pour le coup, c'est des tâches à faible valeur ajoutée. C'est des choses qui arrivent régulièrement. Avec 70 logements, tu as un volume quand même de voyageurs qui est assez élevé. L'erreur est humaine. Ça Et du arrive coup, plusieurs fois par semaine, je pense qu'effectivement ils viennent récupérer les Ouais, clés c'est ici, incroyable. soit parce que le client l'a laissé dans l'appartement, il l'a laissé peu importe où, il l'a Il s'est perdu. enfermé dehors, il faut Voilà. aller l'ouvrir. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, les petites anecdotes. C'est ça. Ok. Ah, on en a une autre effectivement sur le balcon au 3e Ah étage. Oui, ça c'est toi qui Ouais. l'as eu, mais Les voyageurs sont Tu restés tireras la bloqués courte sur paille le... pour savoir qui est-ce qui y va. là j'étais en réunion, donc c'est toi qui j'y es suis allé. allée, c'était en journée, sinon le soir, c'est une semaine sur deux, ça dépend qui est d'astreinte. Ah oui, parce que C'est vous avez là. un système d'astreinte, c'est quoi? Oui, on est une semaine sur 2 d'astreinte. Voilà. On a quand même un besoin d'avoir une personne disponible sur le terrain. Ok. Et c'est vrai que ça nous permet d'être entre guillemets tranquille une semaine sur 2. On sait que ce ne sera pas à nous d'intervenir. Ça arrive souvent?
Par exemple, quand vous êtes d'astreinte, alors on va enlever la partie malchance et je suis sûr qu'entre vous, vous dites purée, j'ai eu un voyageur qui m'a fait ça, etc. Alors, La on semaine va dernière, surtout ça a été servi. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus d'outils agents IA qui se développent, hein, parce que pour le coup, l'IA aide notamment sur les questions Mhm. les plus posées. C'est pour ça que sur Cozy Up, avec Alvin, on a un agent IA qui lui répond aux questions des voyageurs 24 heures sur 24. Il n'y a pas d'humain derrière, mais en général, 80% Ça des filtre questions beaucoup. sont les mêmes. Ouais. Quel est le code de boîte à clés? C'est quoi les dosettes de machine à café? Le Wi-Fi, Le Wi-Fi? les poubelles, enfin, c'est des questions, à quelle heure, Ouais. l'heure du départ, enfin, c'est des questions qu'on a qui tous peuvent les être jours. répondues, ouais. Et c'est vrai qu'on a plusieurs de nos licenciés d'ailleurs qui utilisent ces IA, notamment Cozy Up, pour la gestion de voyageurs. Personnellement, moi, mon avis là-dessus, en fait, l'IA, c'est pas fait pour se couper totalement des voyageurs. C'est fait en fait pour reprendre la main sur les tâches à faible valeur ajoutée et sur Mhm. les questions qui n'ont pas de sens. Après, derrière, rien n'empêche d'avoir. Et de manière réactive aussi, parce qu'il y a, C'est- il y a c'est ça ça. aussi, en fait. C'est que des fois, oui, sinon, ça Mercure t'oblige d'être Gestion, 100%, eux, ils sont joignables jusqu'à minuit, de 7h le matin jusqu'à minuit. Ok. Donc il y a quand même un creux entre minuit et 7h du matin où on dort tous. Ouais. Mais il peut y arriver que des voyageurs arrivent à... Ça a été le cas sur un de nos La logements nuit. il y a deux semaines, le studio chic, Mhm. où le voyageur est arrivé à 1h, 1h30 du matin et en fait il n'a pas été capable de trouver la boîte à clés et du coup personne n'a pu l'accompagner. sachant que nos arrivées sont en tous les cas officiellement et sur les plateformes, arrivées après 21h, on n'autorise plus. Donc après, c'est la responsabilité du voyageur. Ok, voyageur. vous pouvez aider si vous. Bien sûr, on est, Si on est réveillé, dispo, on est voilà. là, Mais à on, 3h du matin, c'est pas Exactement. votre responsabilité. Voilà, jusque 22-23h passe encore. Par contre, à 1h du matin, honnêtement, Oui, c'est ce qui est normal. Personne n'a pu répondre à... Exactement. Alors qu'en 2 minutes, ça aurait été réglé. C'est vrai que c'est rageant parce que ça crée quand même un mécontentement, quoi Oui. qu'il en soit, même si on n'y est pour rien, même si le voyageur, il est OK, c'est comme ça, il n'a pas trouvé, il connaissait que c'était jusqu'à 21h, au-delà, on ne pouvait pas garantir de pouvoir l'assister s'il y avait un problème, il le savait dès le départ. Mais il y a toujours une frustration de ne pas avoir pu satisfaire un voyageur. et le risque de notation derrière, évidemment. Aussi. La fameuse note Airbnb. Complètement.